Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Le cadre idéal pour faire développer chez les enfants de 3 à 5 ans leur potentiel psychologique, intellectuel et social, c'est bien le préscolaire. Ils apprennent les bases du calcul, des mathématiques, de la lecture, de l'élocution et les compétences de vie courante. Vous comprenez que dans cette émission, nous voulons parler du préscolaire pour construire la fondation des apprentissages. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Et pour en parler, eh bien, nous aurons à vous présenter deux invités à mes côtés, juste après ce jingle. Pour parler du préscolaire pour construire la fondation des apprentissages pour les enfants de 3 à 5 ans, j'ai sur ce plateau deux invités, de ma gauche vers ma droite, inspectrice Bali Meheza, épouse Panté. Elle est inspectrice de l'éducation nationale du ministère d'enseignement primaire, secondaire et technique. Madame, bonsoir. Marcel, bonsoir. Elle est aussi point focal éducation inclusive pour le compte du ministère. À ma droite, c'est un engagé pour la cause de la petite enfance, pour son développement, son épanouissement, afin que les acteurs, parents et autres puissent prendre au sérieux l'éducation préscolaire. Il s'appelle Kondo Mustafa, il est directeur de jardin d'enfants publics à Sevenokope, c'est dans Kloto Sud. Eh bien, donc, il vient donc de Kloto Sud. Mon cher ami, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Bien, la toute première question va à l'inspectrice qui représente le ministère d'enseignement primaire secondaire ici. Mais avant de lui poser la question, je vais vous faire revivre l'ambiance d'une rentrée scolaire dans un jardin d'enfants à la rentrée 2018-2019. Ça vous permettra de voir ce que vivent les tontons et les tatas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les éducateurs et les éducatrices. Et juste après, nous allons rentrer dans le débat. La scène est déchirante. Crise de larmes, tristesse, boule au ventre. C'est pourtant ce qui attend chaque parent chaque première rentrée des classes. Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent les lieux avec inquiétude parce que la journée va se dérouler sans papa et maman. Je ne dirais pas douloureux, mais c'est un peu gênant puisque je suis tout le temps avec les deux. Mais ce premier jour, c'est une occasion pour moi de venir les faire inscrire. C'est la troisième fois que j'amène mes fils dans ce jardin. Il est vrai que ce n'est pas aussi facile de les laisser seuls parmi les étrangers. Mais bon, je supporte. Je veux bien le voir grandir, être un intellectuel un jour. C'est pour cette raison que je sais que même si j'ai de la peine à le laisser, il a un avenir qui est rassuré. Pour certains, la tristesse se fait plus silencieuse, mais les visages en disent long sur l'épreuve de la séparation. Difficile pour les parents de ne pas céder. Au moins, il y a 6 mois de cela, je le préparais. Je dis, ah, toi qui seras un jour intellectuel, toi qui iras à l'école, tu vas continuer par têter, tu vas comme ça, tu vas t'amuser comme ça avec les enfants. Donc aujourd'hui spécialement, je l'ai acheté. Son mets préféré. Il veut le sandwich, c'est ce que je lui ai donné. Et il veut du jus. Je lui ai aussi mis ça dans son sac. Et son jouet préféré. Donc c'est ce que je puisse faire pour le retenir ici. Certes préparé depuis 6 mois, le petit Jean-Baptiste n'est pas pour autant prêt à affronter ce premier jour des classes. Et pour ce premier jour, on apprend tout d'abord à faire connaissance.
Il ne cesse pas de pleurer, il pleure, il veut retourner à la maison et autres là. Donc on essaie de les mettre en confiance. On a des chants pour les calmer. Il y a des choses à faire, adaptation et autres là. Donc on chante. S'il y a des anciens parmi eux ou bien il y a des enfants qui ne sont pas timides, on les invite à nous parler. On appelle ça entretien. Entretien, ce qu'ils ont à nous dire et autres là. Ce qui fait que les autres enfants se calment un peu. Mais il faut dire que ce n'est pas facile, mais bon, on essaie de faire quelque chose quand même. La rentrée, une journée très spéciale pour parents et enfants, souvent remplie d'émotions et de stress aussi pour les enseignants. Il faut être formé et aimer le travail. Parce que quand vous n'aimez pas le travail, surtout les enfants, quand un enfant crie par ici, d'autres par là, si vous ne vous contrôlez pas, vous allez taper les enfants pour rien du tout. Donc il faut se préparer. On se prépare d'avance comment les accueillir et nous-mêmes on se dit, nous ne devons pas les frapper. Si c'était nos propres, on les traite comme s'ils étaient nos propres enfants à la maison. Donc s'il y a des jeux, des choses à faire, on le fait avec eux et le tour est joué. Quelques pleurs, beaucoup d'hésitation encore jusqu'aux véritables premières minutes d'école. Une quarantaine d'élèves déjà inscrits ici au jardin d'enfants à Tikba, les retardataires attendent leur tour. Nous, on a fait la pré-rentrée. L'inscription a commencé depuis, donc nous accueillons déjà ceux qui étaient inscrits et ceux qui sont inscrits aussi ce matin. Ceux-là qui pleurent, c'est les enfants qui n'ont jamais mis pied au jardin d'enfants. Néanmoins, notre accueil et la mise en confiance va leur permettre de cesser d'ici peu les pleurs. Une fois les parents partis, quelques minutes suffisent pour sécher ces larmes, pour finalement se rendre compte que l'on n'est pas seul au monde. Très vite, les premiers contacts se nouent, les enfants se retrouvent autour des jeux familiers. Les prochains jours seront consacrés à la mémorisation des prénoms des camarades de classe, des compagnons de route pour au moins les 9 prochains mois. Le préscolaire pour construire chez les enfants la fondation des apprentissages, c'est le sujet qui nous réunit. M. Moussafa, vous qui êtes du jardin d'enfants public, eh bien, au vu de ces images, est-ce qu'on peut dire que les scènes de ce genre se répètent à chaque rentrée? Ben justement, M. Marcel, ces scènes se répètent à chaque rentrée du fait qu'il y a toujours de nouveaux enfants qui viennent à chaque rentrée. Donc, on ne peut que vivre ces scènes-là. Et je pense que les éducateurs ainsi que les éducatrices aussi font assez d'efforts pour amener ces enfants-là à accepter, puisque le problème qui se pose, c'est le problème de détachement. C'est que les enfants ont peur de se détacher de leurs parents du fait qu'ils sont en train d'aller vers un environnement nouvel, donc un nouvel environnement. Du coup, c'est tout le souci qui se pose en fait. Alors, dans votre école, quels sont les autres problèmes qui empêchent vraiment ces enfants d'être intégrés? À la rentrée, les autres problèmes qui empêchent, c'est d'abord aussi le souci lié aux parents. Il y a aussi le parent qui pense que bon, l'enfant pleure, l'enfant ne veut pas, et donc soit il ressent l'envie de ramener l'enfant à la maison. Mais nous autres, nous essayons de ramener le parent à la raison pour lui dire que non, c'est normal que l'enfant puisse agir ainsi compte tenu des situations liées au processus de développement d'un enfant qui d'abord quitte sa maison pour un endroit nouveau. Donc c'est normal que cet enfant puisse agir de la sorte. Et vous, en tant que parent, c'est à vous, on comprend aussi le fait que vous avez aussi un petit souci lié à l'amour que vous portez à votre enfant, lié aussi au fait que l'enfant se détache à vous et qu'il pleure. C'est comme si l'enfant est en train de vivre un mal, alors que c'est normal. Donc, on leur fait comprendre cela et on leur demande de nous laisser faire le travail, de partir. Souvent, on leur demande de quitter les lieux parce que tant qu'ils sont sur les lieux, l'enfant va toujours agir ainsi. Donc, on leur fait partir et on essaie d'exprimer un peu d'amour et de la compassion avec ces enfants-là, qui fait qu'à un moment donné, ils essaient de rester. L'autre élément aussi, c'est lié aussi un peu à l'ignorance, un peu côté parent des choses qui font tout ça. Mais je pense que de jour en jour,
les gens comprennent par rapport avec les sensibilisations, avec ce genre d'émissions, et je pense que ça va aller. Tout à fait. Alors, Madame Bali, vous êtes inspectrice, vous aussi vous avez suivi avec nous ces images. Quels commentaires faites-vous? Merci Marcel. Devant ces images, on ne peut que se souvenir de tout ce qu'on vit chaque rentrée, les premiers jours. Et avant d'entrer dans le sujet, je voudrais remercier la TVT qui nous donne l'opportunité. Remercier surtout notre ministre de tutelle, le professeur Kokoroko, qui nous donne l'occasion ce jour de parler de ce maillon de la chaîne de l'éducation. Ce maillon qui semble être décrié par certains qui pensent que le préscolaire, au vu de ces images, j'aurais aimé qu'on ait les images de fin ou de plus tard dans la journée pour convaincre ceux qui ne croient pas beaucoup. Que les éducatrices ont toutes les compétences et les capacités pour maintenir les enfants. Justement. Et que ces enfants-là oublient rapidement. Voilà. Ce qui constituait une hantise pour eux. C'est ça. Quelques heures après, c'est d'autres enfants carrément que vous retrouvez dans ces jardins. Et puis, ça fait plaisir. Donc, merci donc au professeur Doji Kokoroko qui nous donne l'opportunité de parler du préscolaire, de sa place comme base de l'éducation pour asseoir, les enseignements, apprentissages et puis évaluation. Parce que nous faisons tout cela aussi au préscolaire. Ok. Pour que nous puissions nous assurer que, disons, le politique a priorisé dans les dispositions, a priorisé le préscolaire, eh bien, dans quel document nous pouvons voir consigner cette volonté politique de faire en sorte que le préscolaire soit promu et développé? Évidemment, dans le plan sectoriel de l'éducation. Parce que quand vous prenez ce document, qui est le document de base du système éducatif togolais, le préscolaire occupe en effet une place importante dans les principes et puis dans les axes. Le préscolaire a une grande place et d'ailleurs, le PSE a prévu qu'on aille progressivement vers la suppression des GEDIL, ce que nous appelions GEDIL, de les remplacer progressivement par les jardins d'enfants d'initiative locale pour laisser place progressivement aux jardins d'enfants publics, c'est-à-dire donner la chance à toutes les écoles que désormais aller progressivement de telle sorte qu'au sein de chaque école primaire, il puisse y avoir un jardin d'enfants, de telle sorte à préparer la pépinière devant rentrer au primaire. Du plan sectoriel de l'éducation qui a donné une place prépondérante au développement et à la promotion de la petite enfance. Maintenant, le plan sectoriel de l'éducation, nous savons qu'il est décliné au PRDE, plan régional de développement, au projet d'école, au PTI et tout ce que nous connaissons. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que dans les déclinaisons, ces aspects du préscolaire aussi sont pris en compte? Si. Étant donné que, comme vous le disiez, les plans de développement régionaux de l'éducation sont des déclinaisons du plan sectoriel de l'éducation au niveau région. Et donc, la politique impulsée au plan national par le PSE est relayée au niveau région par le PRDE au niveau des inspections, par les plans de travail des inspections, les plans triennaux des inspections, et plus tard, au niveau inférieur, au niveau école, par les PTDS que nous avons appelés les plans triennaux de développement des établissements scolaires. Donc, à chaque palier, le préscolaire, puisque c'est une volonté politique manifestée à travers le plan sectoriel de l'éducation, dans les structures déconcentrées du ministère, ce maillon de la chaîne éducative fait partie des programmations, des planifications de chaque structure. Dans notre recherche documentaire, il nous est révélé que hier, on avait des inspecteurs, donc des personnels d'encadrement spécialisés sur le préscolaire et d'autres sur le primaire. Est-ce que c'est le même schéma qu'on constate aujourd'hui dans le système éducatif? Non, ce n'est plus le même schéma.
Aujourd'hui, nous avons des inspecteurs préscolaires et primaires, option préscolaire et primaire, qui s'occupent des 2 niveaux d'enseignement. Donc, c'est une formation commune. On rentre inspecteur, élève inspecteur des enseignements préscolaires et primaires et on sort inspecteur des enseignements préscolaires et primaires. C'est au niveau des écoles normales de formation des professeurs d'école qu'il y a une petite différence. Justement. Voilà, puisqu'il y a l'école normale de formation de professeurs d'école, anciennement appelée ENI, voilà, oui, d'Adeta et de Mango, qui sont consacrés. Voilà. Pourquoi le politique a voulu que ce soit ainsi? C'est pour la qualité et la quantité. C'est-à-dire, quand on a dédié 2 écoles spécialement au préscolaire, c'est pour qu'on y forme des enseignements spécifiquement dédiés à ce niveau, avec toutes les compétences, toutes les qualifications, tout le bagage qu'il faut pour un encadrement de qualité. Et dans le même temps, on fait la politique du nombre, parce que de ces 2 écoles sortira un grand nombre d'éducateurs, éducatrices, de manière à pouvoir faire une bonne couverture en termes de ratio élèves, éducateurs, éducatrices. Toutefois, quand ces élèves, professeurs d'école sont en stage pratique dans les écoles, ils ont un temps qui est dédié pour voir ce qui se fait au primaire et vice-versa. Ceux du primaire aussi passent quelques temps de leur stage, disons peut-être une semaine, selon la durée qui est affectée au stage. Et donc, ils passent un temps au préscolaire selon qu'ils sont du primaire et vice-versa, de manière à connaître la réalité de ce qui se fait dans ces 2 niveaux. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle comment afficher sur votre petit écran le préscolaire pour construire les apprentissages. Ceux qui touchent du doigt ou qui sont en contact direct avec les enfants, c'est notre ami Moussafa. Il vient de Cloto Sud. Le préscolaire comme le primaire est censé accueillir toutes les catégories d'enfants, que ce soit des filles, des garçons, les enfants handicapés. Est-ce qu'on trouve toutes ces catégories-là véritablement dans toutes les écoles, en tout cas celles que tu connais, des GEP? Bon, je ne peux pas affirmer tout de suite qu'on trouve vraiment toutes ces catégories d'enfants dans tous les jardins d'enfants, mais je peux quand même dire qu'il y en a, les techniques permettant de détecter les situations de handicap et comment prendre en charge ces enfants-là dans les écoles. Donc, disons que ce travail-là a permis aussi de pouvoir dénombrer un certain nombre d'enfants dans certaines régions, notamment Plateau, Ouest, où je suis. Et je crois que ce même travail a eu lieu également à Kara, dans les savanes aussi, je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ça veut dire que les enfants en situation de handicap existaient dans la communauté, mais n'étaient pas inscrits dans les écoles. Justement, en fait, ceci provient du fait de manque d'information de la part de certains parents. Sinon, l'autorité est en train de travailler et de créer les conditions pour que chaque enfant, quelle qu'en soit sa déficience, soit avec les enfants dits normaux pour pouvoir travailler sur ce que nous appelons l'éducation inclusive. Donc, ces enfants, effectivement, sont là, mais ne sont pas forcément inscrits parce que le parent pense que son enfant n'est pas en bon état, comme eux-mêmes le disent, entre griffes, pour être parmi les enfants dits normaux. Donc, aujourd'hui, avec la volonté politique et les initiatives, les sensibilisations sont en cours et nous avons aujourd'hui, dans mon école, déjà les enfants à déficience et tout. Il y a même un enfant handicapé moteur dans le pied coupé. J'aime beaucoup son énergie et je pense qu'il y en a. Bon, voilà. Alors, parlant d'initiative, vous êtes le promoteur de la Semaine nationale de la petite enfance et de la famille. Alors, qu'est-ce qui vous a véritablement poussé à prendre une telle initiative louable? D'abord, je suis éducateur de la petite enfance. Donc, j'ai été formé à l'ENI d'Adeta et j'ai choisi ce sous-secteur, si je peux le dire ainsi, après tout simplement parce que j'ai constaté pendant les stages que c'était un monde merveilleux où il fallait véritablement travailler et apporter sa pierre à l'édifice. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile, même côté parents, ils disent, ben, toi, tu veux aller faire quoi avec les enfants, il faut aller ici, toi, tu es un homme, tu veux faire quoi ici. Mais j'ai tenu à garder le cap, à le faire, puisqu'il faut dire qu'au concours, ce n'était pas ce que j'avais choisi. C'est après que j'ai changé
ayant vu l'amour, tout ce qui se passait, ce monde était vraiment merveilleux. Je sentais du plaisir en étant avec eux, en faisant le stage. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, pourquoi ne pas aller vers là et apprendre aussi à collaborer avec eux. Donc, c'est comme ça que j'ai d'abord choisi ce monde. Et après, étant quelqu'un de très engagé, très actif dans les organisations, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas organiser un événement qui fait la promotion de l'éducation de la petite enfance, du fait que jusque-là, je ne vois pas encore un événement sur le plan national, même parfois dans la sous-région, qui fait de cette promotion-là. Et c'est comme ça que j'ai touché quelques amis, quelques collaborateurs avec qui, bon, ils ont accepté de travailler et nous avons mis en place la Semaine nationale de la petite enfance et de la famille, oui. Avec la caution du ministère, bien entendu. Bien sûr. Voilà. La preuve, c'est le ministre qui a autorisé que Mme Bali, qui est inspectrice, soit sur ce plateau. J'en viens d'ailleurs. Donc, justement, nous avons d'autres posé la question, pourquoi on a dit famille? Oui, on a associé la famille parce que, étant acteurs de terrain, nous nous sommes rendus compte que les parents aujourd'hui ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants et surtout au niveau préscolaire. Et parfois dans les fermes même où moi je suis... Selon toi, quel argument ils avancent pour justifier, disons, ce manque d'intérêt d'inscrire à temps les enfants pour les préparer à réussir les apprentissages futurs? Un des arguments, d'abord, première chose, c'est qu'ils sont... Ils sont sous-informés. Ils sont sous-informés. Des avantages du préscolaire, c'est ça? D'abord, ils sont sous-informés des avantages du préscolaire. Deuxième des choses, d'autres pensent que le préscolaire est cher et qu'il faut attendre. Dès que l'enfant a 5 ans, lui, il va l'amener directement au CP1, qui n'a pas besoin d'acheter, je ne sais pas, tout ce qu'on cite là, cuillère, assiette, que lui, véritablement, il n'a pas les moyens pour ça. Et tout, il préfère acheter directement les cahiers et puis l'enfant va au CP1. Mais moi, j'avoue que quand je suis muté à Sévénocopé, quand je devais installer le jardin, c'est-à-dire qu'il y avait le jardin, mais je devais, c'est moi qui crée en fait. Voilà. Donc, j'ai pris ma moto. Quand j'ai commencé par me promener dans le village pour chercher les enfants, j'ai constaté qu'il y avait véritablement d'enfants, mais qui sont à la maison parce que, bon, les parents, pour eux, ce n'est pas un problème. Et c'est comme ça qu'avec ma moto, je prenais les enfants et je les ramenais à l'école. Et avec d'autres initiatives, à travers les sensibilisations, quelques dons à leur endroit, ça leur a permis de comprendre l'importance du préscolaire et ça leur a permis donc d'amener leurs enfants au niveau de et aujourd'hui, ils vont servir même de courroie d'information, de sensibilisation de leur père. Justement, aujourd'hui, même si eux-mêmes, ils n'amènent pas leurs enfants, bon, ils ne sont pas contents, ils se disent qu'à chaque fois, même les enfants eux-mêmes, étant très contents, chaque fois, ils sont là. C'est comme ça que nous avons évolué et nous avons instauré cet événement-là, qui est d'ailleurs aujourd'hui, avec l'appui technique du ministère des Enseignements préscolaires et primaires, nous arrivons à faire donc la 2e édition qui aura lieu bientôt. Voilà. C'est ça. On va revenir tout à l'heure sur cet événement. Alors, Madame Bali, vous êtes chef d'inspection, vous êtes inspectrice et en même temps, vous êtes le point focal éducation inclusive. Et on est en train de parler de l'enrôlement des enfants handicapés au niveau du préscolaire. Alors, quels sont les avantages pour un parent qui a compris que, quel que soit le type de handicap dont est porteur son enfant, eh bien, il faut qu'il l'inscrive au jardin d'enfants? Merci Marcel. Je voudrais apporter un peu d'eau au moulin de Mustapha quand on demandait pourquoi on peine à trouver des enfants de façon générale au préscolaire et parlait de la méconnaissance. Et il n'y a pas que la méconnaissance. Il y en a qui pensent que le préscolaire, bon, oui, c'est à quoi ça va servir. De toutes les façons, il ira au CP1, il peut apprendre le français à la maison, il ira au CP1 et puis il va commencer les apprentissages. Et bon, de toutes les façons, c'est pour y jouer. Si c'est pour jouer, je préfère le laisser à la maison. Il va jouer avec ses pères du quartier. C'est en cela que je disais que c'est un maillon très important qui est décrié, que c'est l'occasion de dire à ceux qui pensent que le préscolaire n'a pas sa place. On a tendance à dire les enfants ils ne font que jouer. La base de l'enseignement-apprentissage au préscolaire, c'est le jeu, c'est à travers le jeu. Et ce ne sont pas des jeux au hasard, c'est des jeux qui poursuivent des objectifs précis et qui sont
soutenu par des programmes bien conçus, donc rien, ce n'est pas du jeu pour jouer. Maintenant, pour revenir à l'autre catégorie d'enfants qu'on n'arrive pas à retrouver, les enfants handicapés. Voilà. Ça relève aussi de la même cause où d'abord on ignore l'importance de la préscolarisation. Maintenant, le vrai problème, c'est que le handicap n'est pas encore compris comme une situation qui n'empêche pas le porteur de la déficience de jouir pleinement de ses droits, de tous ses droits, et notamment celui à l'éducation. Et donc, c'est en raison des préjugés sociaux par rapport au handicap. Prenez un enfant albinos dans une communauté, on va vous dire que c'est la colère. Les parents ont subi la colère des dieux. Donc, le handicap est considéré comme une situation de honte. Les parents ont une certaine honte vis-à-vis de ces enfants-là. On préfère les cacher. Donc voilà, si déjà pour les enfants non handicapés, c'est difficile pour les parents de les envoyer très tôt à l'école, au préscolaire, j'allais dire. Vous imaginez une maman consciente que son enfant est porteur d'une déficience qui spontanément irait le déposer dans un jardin d'enfants, c'est encore compliqué. Il faut travailler de telle sorte qu'on comprenne que la déficience, oui, mais la personne qui a cette déficience peut toujours jouir de ses droits, surtout les tout petits là. Et l'avantage aussi, ça permet... Ce n'est pas toutes les déficiences qui sont détectées par les parents à la maison. Peut-être que le fait d'envoyer cet enfant-là au préscolaire très tôt, avec l'accompagnement de l'éducateur, l'éducatrice qui est formée à la détection précoce, elle peut aider à travers justement les jeux que nous faisons, les jeux sensoriels, à détecter très tôt quelles sont les déficiences possibles et d'alerter les parents pour une prise en charge précoce. Donc l'avantage, si je veux me résumer, c'est de permettre une prise en charge précoce au cas où il y a des tout petits porteurs de déficience. Fidèles téléspectateurs, chers parents, si vous avez un enfant porteur de handicap, n'hésitez pas à l'enrôler, à l'inscrire dans un jardin d'enfance selon son âge, parce que c'est 3 à 5 ans, parce que toutes les dispositions sont prises pour l'accueillir, pour l'intégrer et pour lui donner les apprentissages pour qu'il ait les mêmes chances de départ que tout autre enfant. En tout cas, c'est ce que vient de nous dire l'inspectrice Madame Bali. Revenons à la semaine. Quel est l'objectif véritablement que vous visez? D'abord, l'objectif général de cet événement, c'est de promouvoir l'éducation de la petite enfance et aussi l'éducation parentale positive et bienveillante. Voilà pourquoi nous avons associé côté la famille. Maintenant, le thème général de cette année, c'est l'éducation inclusive au sein de la petite enfance. Et donc, nous avons choisi ce thème dans l'objectif de sensibiliser les parents ainsi que les éducateurs et éducatrices sur la prise en charge de ces enfants-là dans nos quotidiens et puis dans les écoles, voilà, dans nos jardins d'enfants. Parce que comme je venais de le dire, moi j'ai eu la chance quand même de suivre cette formation, mais c'était sélectif. Sur l'éducation inclusive? Oui, sur l'éducation inclusive, c'était sélectif. Ce n'était pas forcément tout le monde, mais aujourd'hui, l'autorité y travaille pour que ça couvre tout le monde. Mais je trouve bien d'apporter de l'eau au moulin à ce qui fait déjà l'autorité en ouvrant le champ aux autres à travers cet événement-là qui est basé uniquement sur les enfants en situation de handicap. Donc voilà un peu l'objectif. Et aussi, nous voulons également que ces enfants-là soient là et qu'on crée des espaces de jeu pour eux pour qu'ils puissent se sentir aussi épanouis et joyeux. Alors, est-ce que tu peux nous dire très rapidement le contenu du programme de cette célébration? Ça va peut-être me dire par quoi. Il y a déjà eu cette émission, voilà, pour informer le public de l'importance d'inscrire non seulement les enfants en âge scolarisable au préscolaire, mais particulièrement les enfants handicapés. Voilà, ça c'est un des outils déjà. Oui. Voilà. Le programme, c'est que déjà le lundi, le 29 donc, juillet, nous aurons la cérémonie de lancement donc, en présence donc, des autorités et une conférence de lancement d'ailleurs qui sera animée par l'inspectrice Madame Bali, qui est point focal éducation inclusive au niveau du ministère, et sur la thématique que je venais de citer tantôt, l'éducation inclusive au sein de la petite enfance. Et ça sera fait à l'auditorium de l'Institut Confucius
de l'université de Lomé. Donc, c'est à 8 heures. C'est ouvert. Je rappelle que c'est libre et gratuit. Vous ne payez rien pour y assister. Nous ne pouvons que vous inviter à être là. Donc, tout ça, nous le faisons tout simplement, comme je venais de le dire, pour amener et les éducatrices et les parents à appréhender l'importance de l'éducation inclusive dans leur vie quotidienne. Tout à fait. Nous savons que dans un établissement, quel qu'il soit, eh bien, le suivi ou ce qu'on appelle en termes techniques le pilotage est assuré par les inspecteurs, le personnel d'encadrement. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés l'inspectrice Madame Bali. Et Madame, vous faites la supervision pas seulement des écoles publiques, mais aussi des écoles privées. Alors, quand vous portez le regard sur certaines des écoles qui sont dans votre espace, dans votre périmètre pédagogique, quelles sont les avancées et quels sont les défis que vous constatez au niveau des écoles privées, des jardins d'enfants privés? Effectivement, l'encadrement pédagogique prend en compte toutes les écoles relevant d'un territoire pédagogique donné. Donc, on n'est pas inspecteur que des établissements publics, mais de tous les établissements de tous ordres. Et au niveau des établissements préscolaires du privé, à travers l'accompagnement, leur implication aux activités de journée pédagogique, les formations, les suivis et tout l'accompagnement pédagogique. D'ailleurs, depuis qu'on a mis en place les périmètres pédagogiques, dans un périmètre pédagogique, toutes les écoles relevant d'un périmètre pédagogique sont concernées. Et on a mis en place les périmètres pédagogiques du préscolaire pour enseignants du préscolaire et puis du primaire à part, de manière à ce qu'on puisse traiter des spécificités de chaque niveau d'enseignement. Donc, quand nous donnons des formations, le préscolaire du privé laïque ou confessionnel aussi est impliqué dans les formations, le suivi, l'accompagnement, toutes les activités que nous menons. Ce que nous avons constaté, c'est que les écoles qui participent effectivement à la vie des périmètres pédagogiques dans ces jardins privés-là, certains n'adoptaient pas le programme du préscolaire tel que les instructions officielles exigent. Mais à travers les formations, les journées pédagogiques, tout ce que nous faisons, et l'accompagnement, suivi, conseil, et tout le travail, toute la machine pédagogique qu'on met derrière, nous avons constaté que de plus en plus, les éducatrices du préscolaire au niveau du privé là, reviennent de plus en plus au programme officiel établi par le ministère. Okay. C'est vrai, il y a encore ce que nous appelons entre griffes des brebis galeuses. Vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change les habitudes. Il y a certaines écoles qui ne sont pas toujours au pas, mais nous essayons toujours à travers les visites, les activités de formation, de rencontres en bilatéral avec les directeurs ou alors les éducatrices eux-mêmes ou les fondateurs aussi. Nous essayons dans une sorte d'échange, d'améliorer, d'aller vers ce que l'institutionnel exige. C'est ça. Alors, nous pensons que les fondateurs de ces écoles privées doivent collaborer étroitement avec le personnel d'encadrement pour la qualité de l'éducation tant prônée par le plan sectoriel de l'éducation. Alors, quand on parle de qualité de l'éducation, eh bien, on ne peut pas ne pas parler du curricula et des modules de formation qui permettent d'asseoir les apprentissages pour faciliter la réussite de ces enfants au primaire. Alors, M. Moustapha, vous qui enseignez donc ces enfants, alors, on nous a dit, en tout cas les documents que nous avons parcourus, nous avons lus, montrent clairement qu'un enfant qui passe par le préscolaire avant d'accéder au primaire, eh bien, a toutes les chances parce qu'il a appris les bases du calcul, les bases de la lecture, de l'élocution et même les compétences de vie courante. Justement. Alors, donnez-nous quelques exemples d'activités pédagogiques pratiques pour nous rassurer qu'effectivement, ce que l'UNESCO a dit est vérifié. Si je peux partir des activités de vie courante ou partir par exemple de l'éducation sociale. Nous apprenons aux enfants à pouvoir saluer leurs parents à la maison ou à saluer
tonton, tata, si on peut le dire ainsi, quand ils viennent à l'école. Donc, déjà, à partir de là, nous vérifions cela. Lorsque l'enfant vient à l'école, vous pouvez constater que les enfants, à un moment donné, saluent très bien. Et déjà à la maison, arrivés, ils saluent leurs parents. Ok. Ils saluent seulement leurs parents, bien entre eux, quand ils viennent le matin, est-ce qu'ils ont appris à se saluer aussi? C'est ce que je venais de le dire, que déjà à l'école, ils saluent d'abord l'éducateur éducatif, ils saluent entre eux à travers d'ailleurs des chansons que nous faisons. Parce que, comme venait de le dire Madame Bali, on parle des jeux. Donc, il y a des chansons qu'on leur enseigne, mais à partir des jeux qui leur permettent de se connaître et de se saluer. Est-ce que tu peux nous fredonner rapidement un petit chant? Parce que comme tu es avec eux, on a besoin de savoir. Par exemple, on dit bonjour ami, bonjour tonton, comment ça va? Ça va très bien. Embrasse-moi à tout, à tout, à tout. Ouais, donc il y en a plein. Bonjour ami, comment allez-vous? Aïe, bonjour, aïe, bonjour, aïe, bonjour, ami, comment allez-vous? Aïe, bonjour. Voilà, aïe, et comme ça, vous avez fait asseoir cette valeur très importante. De salutation, très importante. Même dans la rue, quand tu vois une personne âgée, il faut saluer. Donc, quand nous quittons là et nous faisons asseoir, par exemple, à travers des jeux, les nombres. Donc, les nombres de 0 à 10, enfin, sur le plan curriculaire, c'est ce qui est recommandé au niveau de ne pas aller au-delà. Voilà, du préscolaire. À travers des jeux, par exemple, on peut faire des jeux sensoriels, des jeux de Kim. Voilà, les jeux sensoriels pour s'assurer que l'enfant entend bien, le nom, qu'il voit bien, qu'il sent l'odeur, etc. Voilà. Vous avez toutes les techniques pour le faire. Voilà, donc sur le plan mathématique, par exemple, on peut faire les jeux de Kim à vue pour mettre en place les nombres et vous prenez un nombre que vous cachez pour vous assurer que l'enfant peut donner le nombre qu'on a enlevé. Vous voyez? Donc déjà à partir de là, on fait asseoir les nombres au niveau de l'enfant. Il y a aussi les jeux d'encastrement. Les jeux d'encastrement aussi, à partir des nombres aussi qu'on fait. Donc déjà à partir de là, l'enfant peut détecter les nombres et on va au-delà, vers la fin, pour ceux qui arrivent à le faire, arriver à amener l'enfant à écrire, à représenter ces nombres-là, de telle sorte que déjà au CP1, ce serait plus facile. L'enfant, à un niveau donné aussi, arrive à compter de 0 à 10, ce qui va faciliter la tâche à l'enseignant de CP1 pour que l'enfant puisse évoluer. Quand nous quittons là pour rentrer vers la science et technologie, c'est aussi des notions d'observation de son cadre de vie. D'abord, on part de l'observation de l'école où l'enfant a quitté sa maison et vient dans un cadre nouveau où on lui fait observer tout ce qui est là, le matériel de l'école, le sac, le bic, le taille-crayon. Donc, il arrive à observer ces choses-là et à détecter, à pouvoir détecter que ça, c'est un sac, ça, c'est le bic. Donc, toutes ces notions-là permettent à l'enfant d'acquérir un certain nombre de connaissances. Quand on quitte là pour aller vers EAC, où il y a le dessin, c'est-à-dire l'ACM et puis le chant, nous amenons l'enfant à travers les activités de peinture et de chant à acquérir un certain nombre à développer un certain nombre l'esprit de créativité et d'imagination à travers tous ces dessins que l'enfant essaie de faire. Oui, certains vont croire que l'enfant doit pouvoir véritablement dessiner exactement ce qu'on demande. Non. Déjà la représentation que l'enfant fait. Et quand on lui demande qu'est-ce que tu as dessiné, s'il arrive à dire que c'est le sac que j'ai dessiné, ça permet déjà à l'enfant de développer chez lui sa créativité et son imagination. Quand nous venons au niveau du chant aussi, ça permet de développer le langage, l'élocution chez l'enfant à travers les chants. Et je pense qu'il y a plusieurs activités. On ne peut pas finir aujourd'hui. C'est ça. On reviendra un autre jour. Mais Madame Bali, inspectrice, va compléter. Alors aujourd'hui, on constate que pour une grande partie des élèves, ils ont des difficultés de lecture. Est-ce que ça provient du fait que ces enfants ne sont pas passés par le préscolaire ou bien ils ont fait un préscolaire où vraiment la méthode pédagogique a posé problème? Nous pouvons évoquer les deux raisons que vous venez de mentionner. Mais tout à l'heure, pour revenir un peu aux activités, récemment, le professeur Doji Kokoroko a sorti une note pour rappeler
la nécessité de reprendre les activités périnées par an. Cette note circulaire. Voilà, elle est là. Parce que vous parlez tout de suite de compétences de vie courante. Toutes ces activités qu'il mentionne là ont une suite que nous appelons prolongement, où on met les enfants en situation de vie concrète sur tous les plans. Sur le plan ménager, sur le plan culinaire, sur le plan agricole, le petit jardin, le petit élevage, où l'enfant apprend à découvrir l'environnement. Par exemple, il sait comment, d'où on est parti pour trouver l'œuf. Il sait qu'un jour, tata a amené une poule, et un jour, il a vu les œufs, et un jour, il y a des petits poussins. Vous voyez un peu, l'enfant est en train de développer des compétences. Faisons aussi des prolongements à partir de petites constructions. Et le ministre voudrait qu'on aille au-delà des jeux et puis de fabrication, pour aller un peu plus vers la technologie. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les tout petits là, ils manipulent. Donc, il faut déjà leur donner... Ils sont emballés par l'intelligence artificielle. C'est ça. Il faut déjà commencer par les canaliser de manière qu'ils sachent faire un bon usage de cet outil qui est déjà dans leur environnement de vie, qui est dans leur quotidien. Maintenant, pour revenir aux difficultés de lecture des enfants qui sont vraiment décrits par les parents. Voilà. J'invoquerai les deux, et sans oublier que les parents eux-mêmes, ils y sont pour quelque chose. C'est vrai que, comme il l'a dit, l'entrée dans le processus d'enseignement-apprentissage par le préscolaire est un avantage certain. Et puis, l'analyse des résultats du PASSEC de 2010 réalisée par Alain Menga est arrivée à sortir les conclusions selon lesquelles un enfant qui passe par le jardin d'enfants avant d'aller au primaire a des avantages. Il apprend beaucoup plus vite parce qu'il a déjà acquis des prérequis ici avant d'aller en primaire. Maintenant, il y a la prélecture. Il y a la prélecture où il apprend déjà le sens de la lecture. Il y a des enfants aujourd'hui, vous donnez un livre et il ne connaît pas le sens de la lecture. Vous voyez qu'il renverse le livre. Il va renverser le livre. Mais déjà, à travers le préscolaire, l'enfant, même s'il ouvre dans le coin album, il ouvre les livres qui y sont, il apprend progressivement à savoir que quand je prends un document, il y a un ordre dans lequel je dois tourner ce document. Il sait qu'on lit de la gauche vers la droite. Et maintenant, à travers les petites notions qu'il acquiert sur les lettres sans pouvoir savoir que ça c'est A, mais il finira avant d'aller au CP1. Il sait qu'il fera un rond plus un bâton à droite. Vous voyez tout ce que ça fait, un rond. Ça fait déjà les formes. Un petit bâton, c'est une forme à droite ou à gauche. Ça fait la situation dans le temps et dans l'espace et tout, et un peu de tout. Donc, il apprend à lire. Maintenant, ça, c'est quand l'enfant n'a pas fait le préscolaire, il arrive tout dru. Le premier jour, quand vous lui donnez un livre, celui qui est venu du préscolaire, lui, saura déjà... Il positionne le livre comme mon ami qui est venu directement de la maison, n'a pas encore ses compétences. Maintenant, c'est vrai, il peut avoir fait le préscolaire, mais s'il n'a pas été aussi très bien encadré, c'est vrai, il pourra avoir quelques lacunes, mais pas au même titre que celui qui n'est même pas passé. Ou alors, je revenais aussi à la question des difficultés de lecture au niveau de nos apprenants. Quelquefois, il faut aussi indexer les parents. Le suivi, accompagnement à la maison n'y est pas. Comme le disait Moustapha, beaucoup de parents ont démissionné. L'accompagnement des apprenants à domicile, on nous dira, oui, aujourd'hui, il n'y a plus de bâtons. Je me demande, quand on tape un enfant, est-ce qu'il devient intelligent? Je ne crois pas. Donc, c'est une question d'accompagnement. Et qui nous dit que cet enfant-là, qui a toujours des problèmes à lire certains sons, est-ce que ce n'est pas quelque part une déficience que ça cache? C'est pour cela qu'il faut aussi alerter les parents pour savoir qu'il faut aussi accompagner. Et vous avez dit quelque chose de très important à mon avis, c'est-à-dire qu'au jardin d'enfants, les éducateurs et éducatrices sont formés à la détection précoce des déficiences éventuelles qui peuvent donc
peuvent être porteurs, ces enfants. Voilà. Ils ne sont pas des techniciens en la Et ça matière, permet mais d'alerter ils les ont, parents. voilà, et ils ont l'essentiel pour savoir que quand je fais tel jeu, pour savoir quel enfant, Voilà. l'enfant n'arrive pas à entendre de cette Entendre. oreille ou alors à voir de loin ou de près, il peut quand même faire cet exercice de détection précoce et alerter les parents pour, comme je le disais, détection précoce, prise en charge précoce et puis traitement précoce aussi. N'oublions pas que le handicap peut être réversible. Pourquoi pas? Tout ça. Voilà. Fidèles téléspectateurs, chers parents, je crois que le message est clair. Hein? Il faut inscrire vos enfants et faire confiance aux éducateurs et éducatrices formés, parce que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts en consacrant déjà 2 ENI pour sortir la quantité et la qualité des éducateurs et éducatrices. C'est pour que vous puissiez disposer dans les écoles où vous allez inscrire vos enfants, eh bien, un personnel qualifié pour le préscolaire. Nous sommes en train de tendre pratiquement vers la fin de cette émission, mais il y a une question fondamentale. Aujourd'hui, il est demandé aux parents, aux partenaires techniques et financiers, aux ONG et surtout aux communes, aux collectivités locales de prendre en compte, surtout les collectivités locales, de prendre en compte dans leur plan de développement communal, eh bien, la question de l'éducation préscolaire primaire, mais particulièrement de l'éducation primaire. Et donc, je vais demander à Moustapha et à Madame Pali, qu'est-ce que vous attendez concrètement des communes? Moi, en tant que directeur de jardin d'enfants, on n'attend pas forcément un accompagnement financier, mais des accompagnements techniques, surtout en matière de jeu, c'est-à-dire que du matériel. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent budgétiser sur la base de l'expression de vos besoins. Voilà. Et eux-mêmes peuvent acquérir, l'acheter et venir vous remettre. Voilà. Aujourd'hui, il y a le plan triennal de développement des établissements scolaires, c'est vrai qu'il n'est pas encore véritablement venu vers le préscolaire. Je pense qu'aujourd'hui, mais pourtant on l'a quand même rédigé, je pense que chaque jardin d'enfants pourra revoir son plan de développement triennal et soumettre cela à la commune qui est à son niveau et pour que la commune prenne en compte les besoins là dans leur plan de développement communal. Voilà, accès sur l'éducation. Voilà, pour pouvoir aider les jardins. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais au nord de prendre la tâche avec la mairie de mon ressort. Et la mairie rapidement m'a offert des tabourets, des chaises pour faciliter l'accès. L'accès aux enfants au niveau du jardin, pour équiper le jardin. Donc je pense que si chaque commune pouvait agir ainsi, mais au-delà des tabourets, équiper le jardin d'un espace de jeu. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jardins qui ne disposent pas forcément d'un espace de jeu équipé. Donc, avec le plan de développement communal des communes, s'ils peuvent prendre en compte cela, et si chaque année, on peut équiper un jardin, vous allez voir qu'au bout de quelques années, presque chaque jardin aura un espace de jeu bien équipé et qui va faciliter d'ailleurs le développement des enfants. Le plaidoyer est donc lancé à l'endroit des maires, les 117 communes, eh bien, pour que véritablement leurs plans de développement communaux prennent en compte les besoins éducatifs du préscolaire et du primaire. Voilà, parce qu'il y aura une continuité. Quand ces enfants vont quitter là-bas, il ne faut pas qu'ils arrivent au primaire et qu'ils manquent de ceci ou cela, alors que quelque chose pouvait être fait et nous pensons que eh bien, le message est bien perçu par nos maires. Nous attendons des communes également l'appui en termes de communication pour un changement de mentalité au niveau des communautés, comme on le disait. Les communes ont à nous aider parce que nos jardins sont souvent, comme nos écoles primaires, sont l'objet de beaucoup de cambriolages. Donc, les mairies peuvent nous aider aussi à sécuriser nos jardins, nos écoles. Et comme je le disais, dans la communication, pour un changement de mentalité vis-à-vis de la préscolarisation, de son importance, par rapport à son importance, j'allais dire, et puis par rapport à l'éducation inclusive. Parce que c'est très important qu'on soit accompagné au niveau des structures de base au sein des communautés pour qu'on puisse aller. Donc, pour revenir aux partenaires, nous avons aussi les ministères sectoriels qui sont aussi l'action sociale, la santé.
Parce que quand nous parlons de détection précoce, c'est la santé qui va nous aider à cela. Quand nous parlons de l'accompagnement, voilà. En conseil pour la nutrition, l'alimentation. Voilà, voilà. Il y a le, j'ai oublié aussi le PAM, tout le système des Nations Unies, chacun en ce qui le concerne selon son domaine d'intervention. Le développement à la base avec les cantines développement scolaires. à la base avec les cantines scolaires. Voilà, tous les ministères et puis les ONG, les OSC, que je ne pourrais pas citer parce que je ne suis pas sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, le ministère a cet avantage, cet atout d'avoir plusieurs partenaires qui nous accompagnent. C'est vrai, le travail est énorme. C'est pour cela que tous ces efforts-là ne sont pas visibles. Tout ce que nous disons ici, il y en a qui vont nous dire « Oh bon, tout ce que vous dites là, moi je ne vois pas ça dans mon jardin. » On ne peut pas tout faire et tout de suite, on le fera. n'a pas été construit en un seul jour. Donc, on le fait. Madame Bali, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Votre dernier mot à l'endroit des parents, parce que bientôt c'est la rentrée scolaire, en septembre prochain. Oui. Voilà, le 16, c'est la rentrée pédagogique, c'est ça? Et une semaine après, là, enfin, si c'est fait comme l'année passée, hein, voilà, on se pose. Mon message de fin à l'endroit des parents, c'est de les encourager, pour ceux qui le peuvent, à s'inscrire vraiment dans une démarche de préscolarisation. Il y a plus à gagner à envoyer un enfant au préscolaire qu'à le garder attendant qu'il ait 5 ans avant de l'envoyer au primaire. Monsieur Moussafa, votre dernier mot avant de retourner à Sévénokopé, voilà, dans Cloto Sud, d'où vous venez. Je voudrais d'abord remercier justement la TVT, remercier le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques, M. Dodji Komla Kokoroko, pour avoir accepté, accompagné cette initiative-là avec son appui technique. Et vraiment que le bon Dieu le bénisse, parce qu'il a constaté que c'est une initiative qui permettra donc de sensibiliser que les objectifs du plan sectoriel de l'éducation soient atteints. Voilà, soient atteints, ainsi que le plan national de développement de la petite enfance. Donc, nous aussi, nous prenons cela à cœur, nous prenons donc son appui au sérieux. C'est pour cela que nous faisons ce genre d'émissions et tout, pour sensibiliser et inviter donc les parents, les éducateurs et éducatrices. À l'écoute du message que vous allez transmettre au cours de cette célébration qui aura lieu du 29 juillet au 3 août. Mais le 29 juillet, on sera à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Mais à partir du 30, nous serons à l'école de formation PDH à Avedji. Dans Actualité sur l'éducation, Actu Éducation, nous retenons que depuis l'adhésion du Togo au Commonwealth, les choses vont vite au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministère a nommé un point focal, l'inspectrice Alaba, et plusieurs activités ont déjà commencé avec des experts internationaux et même avec des experts nationaux et des enseignants et personnels d'encadrement en anglais. Et nous allons suivre l'inspectrice Madame Alaba, point focal du Commonwealth au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire, pour nous dire un peu le parcours qui a été fait jusqu'alors. Pour cette année, l'équipe technique de rédacteurs a continué le travail. On a organisé une retraite à Palimé. Au cours de cette retraite, le travail entamé à Lomé a été finalisé, a intégré tout ce qui n'a pas pu être fait. Et cette retraite nous a permis de revenir avec un travail bien consolidé. Et cette semaine, nous sommes à la direction des programmes et des innovations pédagogiques où nous validons le travail qui a été élaboré par cette équipe technique. Et pour ce faire, l'équipe a été étoffée par des inspecteurs et des enseignants du primaire qui ont déjà commencé par utiliser le programme au niveau des CP. Et leurs contributions vont permettre à l'équipe technique d'améliorer le travail qui a été fait, de le valider. Il y aura des maquettes, des vidéos
des champs et autres, tout cela est en train d'être passé par les peignes fins sous le regard des inspecteurs. Une fois que ce travail sera terminé et validé, nous pourrons alors aller à la formation au renforcement des capacités des enseignants qui seront pour les capacités à mettre en œuvre ce programme au cours de la rentrée prochaine. Ok. Est-ce que vous avez visité certaines écoles qui expérimentent déjà l'anglais? Et quel constat vous avez fait? Oui, avant même de visiter les écoles, le ministère avait organisé 2 missions. Nous étions allés au Rwanda, nous étions allés aussi au Cameroun. Vous savez, c'est des pays qui, par exemple, si je prends le cas du Rwanda, le Rwanda était un pays francophone et qui a basculé dans la zone anglophone, qui utilise l'anglais. Donc, nous sommes allés apprendre comment ils ont pu réussir ce basculement. Et aussi au Cameroun, sachant qu'ils ont 2 entités, une zone anglophone et une zone francophone, nous avons appris d'eux comment ils arrivent à enseigner l'anglais dans la zone francophone. Et de retour donc de cet apprentissage que nous avions eu des 2 pays, c'est de là que tout est parti. Et au niveau Togo, nous avons aussi des écoles, par exemple l'école française, le British School, des écoles privées, à Canadian High School et autres écoles qui expérimentent déjà l'enseignement de l'anglais. Nous avions fait cette mission pour explorer ce qu'ils font et de retour, nous sommes assis et nous avions dit qu'est-ce que nous pouvons faire de tout ce que nous avions appris. Nous avons essayé alors d'adapter au contexte togolais. Les gouvernements scolaires 13 dans les communes d'Agoué 4 et 6 ont présenté à la FOPADESC la semaine dernière le bilan de leur plan d'action. Ces organisations scolaires ont été appuyées techniquement et financièrement par l'ONG Action Éducation dans le cadre du projet Acte Afrique. Nous allons suivre certains participants à cette rencontre de présentation des plans d'action des gouvernements scolaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour faire le bilan avec les jeunes des communes d'Agoyivé 4 et 6 sur leur plan d'action élaboré en début d'année 2024. Il s'agit d'un bilan à mi-parcours pour voir à quel niveau de réalisation ils sont avec ce plan et éventuellement aussi voir le bilan pour les 3 ans donc, du projet. Nous sommes vraiment heureux parce que les objectifs sont plus que atteints. Les activités planifiées par les associations de jeunes, donc au niveau des communes d'Agoyivé 4 et 6, sont réalisées à mi-parcours au-delà de 70%. Donc cela augure une bonne fin pour ce projet. Et aussi, nous avons pu relever que les activités planifiées pour les 3 ans par les jeunes sont à un taux de réalisation de plus de 90%. Ça montre tout le sérieux que ces jeunes ont mis dans le cadre de la réalisation de leur plan d'action. Donc nous sommes vraiment optimistes que ces jeunes, ce qu'ils ont commencé, ils vont le continuer, même à la fin de cette première phase du projet. En tant que président du comité de pilotage de ce projet, avec les membres du comité de pilotage, nous allons donc produire un rapport à l'autorité. Et déjà, nous tenons à remercier les autorités des communes qui ont soutenu ce projet pendant les 3 ans. Nous ouvrons à présent la rubrique Agenda Éducation. La
rubrique Agenda Éducation, si tout va bien, l'équipe de débat éducation va recevoir les semaines à venir le président de l'Université de Kara. Vous savez que l'Université de Kara a bouclé ses 20 ans et l'apothéose a eu lieu récemment. Et donc, nous allons recevoir donc, le président de l'Université de Kara pour nous dire l'impact de cette université sur le développement du pays et particulièrement sur la région qui abrite cette université et les défis pour les 10 prochaines années. La dernière information de Agenda Éducation, c'est que si tout va bien, selon le programme annoncé par le ministère de l'enseignement primaire secondaire, le 16 septembre, ce serait la rentrée scolaire 2024-2025. Mais si tout va bien, comme on l'a fait l'année passée, il y a une rentrée d'abord pédagogique et une rentrée académique. C'est sur ce dernier élément que je boucle l'émission Débat Éducation et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.